Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Comme je vous le disais, les Incorrectibles ne prennent pas de vacances et nous vous retrouvons donc tout l'été, tous les dimanches comme d'habitude à 18h. Alors pour cette nouvelle émission, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir une invitée qui est devenue au fil des derniers mois, on peut le dire en tout cas de mon côté, une véritable amie. Donc c'est vous dire comme je suis content qu'elle ait accepté enfin de venir sur cette banquette orange. C'est la première fois. C'est l'une des figures aujourd'hui de la liberté et du combat, on va dire, pour ces libertés justement qui ont été tant atteintes pendant la période de la Covid. Je ne la présente plus. Elle est très connue des téléspectateurs pour avoir notamment été et être régulièrement invité sur le plateau de Cyril Hanouna, n'en touche pas à mon poste. Et en tout cas, dans cette émission, on peut constater qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Myriam Palomba, bonsoir. Bonsoir, on se vous voit. Ouais, je crois qu'on va se tutoyer. On va peut-être pas mentir devant les gens qui nous regardent. En tout cas, je suis ravi, de t'accueillir sur cette banquette orange, puisqu'on a eu l'occasion de se voir à de nombreuses reprises sur une autre émission que je présente qui s'appelle Bistro Liberté. Et c'est là que cette amitié a grandi. Je suis très honorée de nous passer l'un l'autre, on s'appelle régulièrement. Écoute, non, mais vraiment, je voulais, te recevoir depuis longtemps. Et puis, il se trouve, que l'occasion faisant le larron, c'était maintenant pendant l'été. Donc, on est ravis de te recevoir. C'est un sauna, en fait. Oui, et il y a l'option moustique en plus, si ça, tu verras ça au cours de l'entretien. Donc, Myriam Palomba, la tradition veut que dans la première partie de l'émission, on parle un petit peu de l'invité et dans une deuxième partie, évidemment, de son actualité, de ce pourquoi, on la connaît. Alors, on va d'abord, si tu le veux bien, commencer par parler donc de toi. Et en préparant l'émission, je me suis rendu compte justement qu'on en savait assez peu sur toi, alors même que tu es aujourd'hui, je disais, l'une des figures de la résistance, comme on dit. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler tes origines familiales ? Mes origines familiales. Tes origines tout court. Mes origines, on remonte aussi loin. Oui, écoute, tu es très jeune, donc on va pas remonter très loin. J'ai des parents pieds noirs, mon père d'origine italienne. En fait, c'est mon grand-père qui est parti lorsqu'il y a eu la guerre en Italie et le fascisme en Algérie. Mon père est né là-bas et ma mère avait sa famille depuis longtemps en Algérie et a vécu des années en Algérie, voilà, à cette époque, avant de revenir en France pour... J'aime pas parler de moi, en fait, c'est horrible. Mais non, mais c'est pas du tout. Avant que l'Algérie soit libérée du colonialisme français. Et tu as grandi où, toi ? Moi, c'est horrible, parce qu'en général... Mais c'est toi qui poses les questions. En général, c'est moi qui pose les questions, donc... moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne, dans un patelin en Seine-et-Marne, entre Provins et Melun, plutôt sympa, quoi. Quel souvenir tu gardes de ton enfance ? Une enfance plutôt sage ou pas ? Non, tu ne devais pas être très sage, toi. Non, j'ai jamais été hyper sage. J'ai toujours eu un problème avec ce qui me semblait injuste. Je dis pas que je détiens la vérité sur ce qui est juste et injuste, mais c'est vrai que j'étais plutôt du genre rebelle. T'avais pas un problème avec l'autorité tout court ? Non, pas avec l'autorité, parce que j'ai besoin d'admirer les gens qui ont cette autorité sur moi. Mais si je les admire plus, si j'ai pas de respect pour eux, c'est sûr que l'autorité, je la bafoue de façon grandiloquente et en général, je casse les murs dans ces cas-là. Mais non, j'ai pas vraiment un problème avec l'autorité. J'étais plutôt bonne élève. Oui, tu as fait de brillantes études, puisque tu as fait Hippocane-Cagne. J'ai fait Hippocane-Cagne. Je devais passer le concours de Sciences Po. À cette époque-là, je me suis fait larguée par la personne que je croyais être le grand amour de ma vie. Donc, du coup, j'ai pas passé le concours parce que j'étais déprimée. Et puis, c'était une très bonne chose parce que du coup, je suis allée à la fac et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel. Ah tu vois, comme quoi tout est un mal pour un bien. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu penses, petite parenthèse, de ce système un peu dual en France entre l'université d'un côté et puis les prépas, les grandes écoles de l'autre Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. L'enseignement est totalement différent. C'est pas inégalitaire profondément ?
c'est pas inégalitaire. On a l'égalité des chances au lycée, au collège. Il suffit juste, voilà, de travailler beaucoup pour avoir accès à l'Hippocagne-Cagne. Moi, je sais que, voilà, après, j'avais une bourse. Oui, voilà, sur un plan de finances, tes parents étaient d'un milieu Ah non, non, très prolo, voilà. très modeste. Ouais, ouais, un milieu c'est pas la misère non plus, hein, mais voilà, prolo, quoi. Mon père était conducteur de train à la RATP et ma mère travaillait pas. Donc, tu vois, je venais pas d'un milieu de fou. Et justement, j'étais pas forcément destinée à devenir journaliste, à faire des grandes études. Mes parents nous ont toujours poussé, ma sœur et moi, à faire des études. Et du coup, on a été plutôt bonne élève. En tout cas, moi, enfin, ma sœur aussi, hein, c'est pas ça, excuse-moi. donc voilà, on était plutôt bonne élève. Et puis moi, j'ai eu cette opportunité de faire cette classe préparatoire. On me l'a proposé. Et puis après, je suis allée à la fac parce que voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas passé les concours que je devais passer pour pouvoir continuer mes études. Et puis comme on dit, tout mène, enfin ça mène à tout à condition d'en sortir. T'es arrivé au journalisme, donc. Ouais. Comment t'en es arrivé au journalisme? En fait, c'était une vocation ou pas? Oui, j'ai toujours, à partir de l'âge de 16 ans, je savais que c'était le métier que je voulais faire. Donc j'ai atterri en faculté de philosophie. Je suis allée jusqu'à la maîtrise, mais je savais que c'était pas pour moi. Mon père voulait que je sois professeur agrégé de philo. Moi, j'étais bonne en philo, hein. J'ai plutôt bien réussi mes études de fac en philo, mais c'était pas mon truc. Et c'est vrai que je m'opposais quand même beaucoup à mes parents, parce que surtout à mon père, qui estimait qu'en fait, journaliste, c'était pas un métier bien. Déjà à l'époque, il y avait encore cette image-là, Ouais. un peu, c'était le vilain petit canard qui devenait journaliste, quoi. Voilà, et puis Celui qui n'avait pas fait trop d'études, quoi. Non, même pas lui, il avait une image un peu caricaturale, sexe, drogue et rock'n'roll. Alors comme moi, je suis en plus je suis pas sexe, drogue et Bon, rock'n'roll. t'es tatouée. Je suis tatouée, mais bon, voilà, lui, il trouvait que c'était pas un métier pour une femme, voilà, pour sa fille en tout cas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai fait croire que j'allais aller jusqu'à la grecque de philo. Et non, t'as fait ça. Ouais, d'ailleurs, je me suis inscrite en agrég de philo, parce que voilà, mon directeur de mémoire en maîtrise m'avait dit « Vie, il faut passer l'agrég, vous avez le niveau pour passer l'agrégation ». Donc, je lui ai dit « Bon, ok, ça va faire plaisir à tout le monde ». Et puis, en même temps, je faisais des stages un peu partout. J'ai fait au Figaro littéraire, à la Marche du siècle, des trucs un peu hyper intello. Jean-Marie Cavada. Voilà. Non, moi, c'était Michel Field à l'époque. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, c'était assez... Enfin, voilà, j'ai fait plein de stages un peu partout. Et puis, j'ai décidé que j'allais passer le CFPJ. Voilà, la branche professionnelle du CFJ, donc il y a un petit concours à passer, voilà, je n'ai pas trouvé ça très compliqué. Et puis du coup, pour moi, c'était bien parce que ça me permettait de rentrer dans la vie active tout de suite, donc de pouvoir m'assumer vu que j'avais un père qui n'était pas forcément pour que je fasse ce type d'études. Donc il fallait bien que je gagne ma vie. Donc le contrat professionnel m'arrangeait. D'un côté, je gagnais de l'argent et puis d'un autre côté, je faisais mes études. Et en plus, ce qui était sympa, c'est que du coup, j'ai aussi pu, les week-ends, bosser en PQR pour apprendre le métier donc, sur la le terrain. presse quotidienne régionale. Voilà, le métier sur le terrain, parce que c'est la meilleure école. Ah, donc, tu as travaillé en PQR. Oui, j'ai fait ça de la paix. C'était le Républicain. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était marrant. Toi, ce qui est sympa avec toi, et c'est ça que j'adore, c'est que Myriam, et je le dis pour les gens qui nous regardent, est toujours de bonne humeur, rigole toujours, est toujours souriante. Et vraiment, c'est un compliment que je te fais, et vraiment, je te remercie pour ça, parce que c'est tellement fatigant de voir des gens qui tirent la tronche. Qui tirent la tronche en permanence. Donc pour toi, pour moi, en l'occurrence, c'était tellement rare, même dans ces métiers, justement, où on rencontre quand même beaucoup de gens qui se prennent pas forcément non qui plus. Se la pètent. Voilà, je t'ai laissé le dire. Donc c'est agréable comme tout, et c'est vrai. Donc voilà, donc le Républicain, et après le Républicain. Alors explique-nous quand t'es arrivé ce virage, puisque on va le dire aussi pour les gens qui nous regardent, tu as été, bon, je parle encore au présent, bien entendu, mais pour cette partie-là, oui, enfin, tu vas nous dire, bien sûr, que tu continues aussi, puisque tu es directrice de publication. Tu as été à un moment donné une des papesses de la presse people en France. Donc, comment s'est opéré le virage vers la presse dite people, qui a pas de très bonne presse, hein, c'est le cas de le dire.
Donc après le Républicain, tu as fait quoi? Ben, en fait, quand je sors de l'école du CFPJ, on me dit bon, vous verrez bien être grand reporter, c'est peut-être mon côté garçon manqué, aller sur des terrains où il y a la guerre, etc., et de faire des Ah oui, un reportages reporter de guerre. Donc là, les profs me convoquent au moment où on me donnait le diplôme et ils me disent ça. Sauf que moi, à l'époque, j'étais pas trop dans ce mood-là. J'avais plutôt envie de m'amuser. T'aimais peut-être le rock, sex, Ouais, enfin bon, scène rock'n'roll, quoi. j'avais envie de m'amuser et j'étais passionnée de télé. Et du coup, je suis rentrée chez Lagardère et à Télé 7 jours. Et puis là, j'ai commencé T'as commencé par la presse télé, donc c'est ça? la presse voyage en vrai, mais après la D'accord. presse télé, j'ai aussi bossé, j'ai été pigiste, hein, comme tout le monde, comme tout journaliste qui se respecte. Donc j'ai travaillé pour des féminins, etc. Même pour le Figaro littéraire d'ailleurs, j'y pense, c'est tellement drôle. Et donc, alors, la presse télé, donc chez Lagardère, donc Télé 7 jours, quoi. Voilà, Télé 7 jours, et puis le magazine Public Secret. Donc moi, je trouvais ça fun. Je me dis, je vais pas me prendre la tête. Ça correspondait. J'étais jeune, hein, j'avais 21 ans, 22 ans. Donc j'avais fait de la PQR, j'avais déjà fait pas mal de choses. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Et en fait, je leur ai proposé de piger le numéro 3 du magazine. Et puis en fait, j'en suis jamais vraiment partie. Et donc là, c'est incroyable, comme tu as monté très vite aussi les étapes. Enfin, tu étais donc, tu es passé de pigiste à directrice donc du magazine Public, c'est ça? Enfin, et après même de la nébuleuse, d'une partie de la nébuleuse People du groupe Lagardère. Oui, après j'ai eu la chance d'avoir une boss, je l'ai jamais remerciée pour ça, mais C'est l'occasion. Une boss assez exceptionnelle qui s'appelle Claire Léos, qui est maintenant est la patronne de Prisma Presse, qui m'a donné l'opportunité de gravir les échelons. Elle m'a fait confiance et ça c'est hyper important pour moi. Quand je travaille avec des gens, j'ai besoin d'être en confiance et si les gens me font confiance, je suis capable de donner énormément. Pas pour les satisfaire, mais en tout cas pour bien faire mon travail. Et c'est vrai que à Public, bon, il y a eu un turnover assez important. Et puis moi, c'est vrai que finalement, bon. En fait, c'est pas tant la presse people qui m'amuse, c'est plutôt ce côté de chercher le scoop, qui m'animait. Je trouvais ça, en tout cas les premières années, c'est ça qui m'amusait. Il y en a un en particulier, dont tu te souviens, qui a été pour toi, un scoop que tu as révélé, dont tu es particulièrement fier, ou au contraire, qui a été un tournant dans ta vie professionnelle? Non, il y en a pas mal, mais c'est vrai, il y a un scoop que j'ai bien aimé, c'était le scoop sur Meghan Markle. On avait annoncé avant tout le monde qu'elle était enceinte. Et du coup, on l'a appris. Mais bon, j'ai sorti plein de trucs, hein. Franchement, je peux même pas vous dire parce que je m'en souviens. Le grand concurrent à l'époque, c'était Closer, hein, c'est ça? Alors, il y avait la guéguerre Public Closer. Closer et voici, enfin pas tout au début, parce qu'au début, la directrice de Closer, Laurence Piot, était à la tête aussi de Public. Donc après, elle est partie, elle était à la tête de Public avec un monsieur Nicolas Pigas, hein, voilà. Et du coup, c'était des magazines qui, à l'époque, c'était un truc de dingue. Les tirages, les ventes. Les tirages, c'était 600 000 exemplaires. On bossait, c'était une équipe hyper jeune. On avait tous entre, 20 et 30 ans. Donc c'était top. On s'amusait, on bossait jusqu'à 2-3 heures du matin. On connaît pas très bien ce mode de fonctionnement de la presse people. C'est là que j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus parce que, bon, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est très très développé, hein, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis. En France, bon, il y en a que 2-3. Oui, on l'a dit, Voici, Closer et donc Public. C'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît. Comment ça marche un petit peu? Oui, c'est un petit milieu. Les paparazzi avec qui vous êtes en contact en permanence? Oui, les gens se connaissent. Après, c'est pas non plus, on passe pas notre temps. Il y a quand même quelque chose de très concurrentiel entre les magazines. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait quelque chose de très concurrentiel. C'est-à-dire que bon, c'était pas très bien vu d'avoir des potes à Closer ou à Voici. D'ailleurs, on se mélangeait pas vraiment, même pendant les conférences de rédaction, etc. Enfin, par les conférences de rédaction, les conférences de presse, on se mélangeait pas trop parce que dans la presse people, il y a quand même cette culture du secret
qui est Ouais, plus bien ou sûr. moins forte selon les rédactions. Et je sais qu'elle était très forte chez Closer, notamment avec Laurence Piot. Elle était quand même aussi assez forte chez Voici. Chez Public, un petit peu moins quand même, faut l'avouer. On était Tu en étais la rédactrice en chef, hein, c'est ça? pas au début. Moi, je vous dis, j'ai fait tous les échelons. Alors, non, moi, je te parle de mes 10 premières années à Public, quoi. J'étais pas encore rédactrice en chef. Et du coup, franchement, c'était hyper fun. Moi, ça a été mes meilleures années. Ah oui, J'ai fait des trucs de fou, enfin, des trucs que le commun des mortels. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait? Je me suis retrouvée sur un yacht avec Bruce Willis. J'ai mangé à la table de Francis Ford Coppola avec sa fille Sofia Coppola. Donc tu pouvais créer des liens avec des gens dont, en général, t'es plutôt l'ennemi, parce que pour les stars... Je leur disais pas forcément que j'étais journaliste People et que je travaillais dans un magazine People français. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations un peu ubuesques et super rigolo. Enfin, ouais, j'ai fait des trucs de fou. Des trucs quand on est petite fille d'un père et d'une mère pieds noirs, prolo, c'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours, quoi. Donc non, c'était enfin, moi je me suis amusée comme une folle. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas hyper bien vus, donc quand tu faisais de la presse People, t'évitais de le crier sous les toits, mais il fallait quand même te débrouiller pour rentrer dans les endroits et faire ton taf, en fait. Oui, parce que paradoxalement, c'est un petit peu, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on critique ces médias, mais tout le monde les lit finalement, ou presque. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'est comme Voici, donc personne officiellement lit les pages, et puis finalement, je sais plus, sans compter qu'il y en a un qui, si on compte tous les lecteurs, c'est bien plus que les acheteurs. Enfin voilà, tu disais 600 000, c'était des audiences colossales, donc tu avais un pouvoir colossal. Ouais, à l'époque, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Bon, évidemment, le marché a baissé depuis, mais bon, ça, c'est toute la presse magazine en général. Et donc, avant de quitter au sommet, avant de quitter le groupe Lagardère, tu étais devenue donc la directrice, c'est ça, d'un pôle. Oui, enfin, je suis d'abord devenue directrice de la rédaction de Public, et puis le groupe a été racheté. Enfin, une partie du groupe Lagardère a vendu une partie de son groupe. Enfin, la majorité de ses titres, ils ont juste gardé le JDD, Paris Match et Europe 1, et tout le reste a été vendu au groupe CMI. Et du coup, c'est au moment de ce rachat que je suis passée directrice déléguée, en fait, et que du coup, j'ai pris la direction de 3 magazines People, à savoir Public, ici Paris, et France Dimanche. Et donc tu es parti, donc tu as décidé, de partir, de Lagardère. On va pas revenir sur ce départ puisque CMI. De CMI. Et puis ça coïncide justement. Et pourquoi je prends vraiment le temps de m'arrêter un petit peu sur ça, c'est que je pense que ce caractère que tu avais naturellement et que tu as continué de se faire s'épanouir dans ton métier a joué pour beaucoup dans les engagements que tu as pris et que tu continues de prendre dans ta vie en tant que citoyenne. Donc on va y revenir. Juste un petit moment pour clore cet épisode sur le journalisme. Quel regard tu portes sur l'évolution de ce métier du journalisme? J'ai un regard, t'imagines bien que j'ai un regard assez triste et critique, même triste en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe encore des journalistes dans les médias dits mainstream? J'espère que oui, mais c'est vrai que... Toi, tu es toujours journaliste, tu as toujours ta carte de presse? Oui, j'ai toujours ma carte de presse. Ce qui n'est pas mon cas. Malgré ce que certains disent, mais oui, j'ai toujours ma carte de presse, mais... Le truc, c'est que c'est vrai que moi, jusqu'à présent, avant toutes ces histoires de Covid, etc., je faisais de la presse People, c'était cool, on s'amusait, j'avais une équipe sympa, il n'y avait pas vraiment... Qu'est-ce qui a changé dans le métier alors? Le truc, c'est que les pressions étaient plus importantes, et puis moi, je me voyais pas faire de la presse People comme on en faisait avant, en fait. Il se passait des choses tellement graves que je ne pouvais pas... T'avais jamais de censure de la part de tes supérieurs, des coups de pression, t'en as pas eu? Bon, voilà, ton silence veut tout dire, t'en as eu quand même quelques-uns. Au cours de ton métier, on dit pas où, mais t'en as eu.
Bah oui, forcément, quand on est journaliste, Et quand tu es sur le point de sortir un truc qui peut avoir des conséquences, on parle plus des politiques là, on parle plutôt. C'est vrai que les politiques, c'est touchy, ouais. C'est un sujet dans la presse qui est touchy. Alors que ça n'est pas dans les pays anglo-saxons. Voilà, et du coup, bah, c'est sûr que. Le croissant de François Hollande, c'est pas toi qui l'avais eu, hein, c'était Closer. Non, c'était Closer. Mais alors, vous voyez, ça, c'est vraiment la contradiction. C'est-à-dire que quand on a. Pour François Hollande, en fait. Donc on rappelle le contexte, François Hollande qui allait d'Élysée en scooter rejoindre Julie Gaillet et voilà. Et donc Closer a eu un super scoop parce que bon. C'est un paparazzi, quoi. C'est un photographe qui vient de proposer les photos. Non, là c'était vraiment. Il planquait depuis. Si vous voulez, si tu veux, c'était une rumeur qui circulait. On a beaucoup de rumeurs qui circulent. Et elle t'était pas revenue aux oreilles, cette rumeur? Si, on l'avait, nous, mais nous, à Public, à l'époque, c'était pas moi qui dirigeais le magazine et mon directeur de l'époque n'allait pas sur le surtout qu'il était président, François Hollande. Voilà, il n'allait pas sur le politique et c'est vrai qu'à Public, on n'allait pas sur le politique. C'était vraiment un choix éditorial. Un choix éditorial. Donc, du coup, bah, super scoop, tout le monde en parle. Et alors là, ça dérangeait pas, je veux dire, à ce moment-là, parce qu'il a été quand même sacrément maltraité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas politiquement, en tant que personnage. Voilà. Tu l'aurais sorti, toi, Myriam. François Hollande, oui, moi j'aurais adoré sortir ça. Franchement, voilà. Alors moi, j'ai aucune. Enfin, je sais pas. T'as aucune limite? Non, si, j'ai des limites. C'est quoi les limites pour toi? Les limites, c'est quand ça relève qu'il y a des enfants en jeu, que ça relève, voilà, de l'intégrité. De l'intégrité de la personne, etc. Donc là, je vais pas, comment ça s'appelle, sortir des choses qui peuvent vraiment être, qui peuvent nuire. Après, c'est vrai que quand on est dans la presse people, il y a un moment, et ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi voulu me détacher un petit peu de tout ça, c'est qu'à force, on ne se rend plus compte qu'on a des êtres humains derrière. C'est-à-dire que pour nous, c'est des produits marketing sur lesquels voilà, on fait des scoops. Et c'est vrai que et de l'argent. Et de l'argent. Et enfin, moi, je me suis pas enrichie grâce à ça. Je dois quand même à le préciser. Les groupes pour lesquels tu travailles, voilà. Les groupes de presse. Oui. Et que du coup, c'est vrai qu'on n'est plus, on oublie l'aspect humain. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de people qui en jouent et qui font des fausses paparazzades et qui après vont pleurer au tribunal. Alors que voilà, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc c'est ça que ça te fait un peu déculpabiliser parce que voilà, tu te dis bien qu'ils jouent avec les deux sur les deux tableaux. Mais c'est vrai que quand même, je dois reconnaître que des fois, on a un peu tendance à oublier le côté humain et que on peut pas non plus tout dire, même si le titre accrocheur est nécessaire, hein, parce qu'il faut quand même que les gens aient envie d'acheter le magazine. C'est vrai que des fois, on a pu exagérer. Et moi, la première, j'ai pu aussi exagérer à certains moments. Parce qu'on est dans le truc et on se rend plus vraiment compte, en fait. Et justement, alors, pour le regard que tu portes sur la fonction et le métier de journaliste aujourd'hui, quelle est, d'après toi, la cause de cette décadence, de cette, on va dire, déchéance, j'allais dire l'intégrité journalistique, en tout cas, tu vois... Le manque de courage. Le manque de courage parce qu'on a un poids énorme. Moi, c'est un poids que j'ai plus ressenti sous... alors, je vais choquer les gens, mais sous le régime Macron. J'aime bien dire le régime Macron parce que pour moi, c'est comme ça. Oui, tu es une des plus vives opposantes de Macron. C'est une des raisons aussi pour lesquelles sous le régime Macron, on a vraiment une chape de plomb. Il y a un truc qui a changé. Ouais, des pressions, les journalistes en ont toujours connu. Je veux dire, Sarkozy, souvenez-vous l'histoire de Paris Match, quand le directeur a révélé l'histoire la séparation de Cécilia et Nicolas Sarkozy. Bon, il n'a pas fait long feu après le directeur. C'est Alain Genestar. Voilà, c'est ça. Donc, il n'a pas fait long feu. Il y a toujours eu des pressions. Mais on pouvait quand même sortir des choses. Là, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'à part dire Monsieur Emmanuel Macron est formidable, son couple avec Brigitte est formidable, tout est formidable chez Monsieur et Madame Macron, ils sont beaux, voilà, histoire d'amour incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cache en ce moment et qui sortent pas, d'après toi. Ah bah oui. De ce que tu en sais, oui, sans le dire, puisque je suppose qu'évidemment tu le diras pas, mais est-ce qu'il y a des choses que tu sais que beaucoup de gens connaissent dans la presse dite people et qui sont interdites d'être sorties ou parce qu'il y a des coups de pression qui sont... Oui, bien sûr.
Bien sûr qu'il y en a. Il y en a pas Qui touche 20. autant Emmanuel Macron que sa femme. C'est ça. Donc il y a plein de choses que, a priori, le grand public ne sait pas, malgré tout, en dépit de l'existence de ces canards. Comment tu expliques ça? C'est parce qu'il y a des coups de pression? C'est souvent qu'il y a dans l'ombre, notamment, on a souvent parlé dans l'ombre d'Emmanuel Macron, de personnes qui sont là pour venir un petit peu mettre des coups de pression auprès des patrons de médias. C'est Oui, pas vrai, ça, ou... peut-être, mais Allez, pas langue de bois là-dessus. non, je veux pas. Tu fais allusion à Mimi Marchand, donc. Voilà, voilà. c'est pour ça, je veux pas te mettre en Non, difficulté. non, donc. voilà, Mimi non. Marchand, on dit pour les gens qui nous regardent, c'est une conseillère en communication qui est devenue très 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 proche des Macron. Bon, alors déjà, je sais pas si c'est toujours le cas, et voilà. Après, moi, alors ça aussi, ça va pas plaire aux gens, mais enfin, Mimi Marchand, faut arrêter de la diaboliser. Hein. C'est pas Dieu sur la presse people. Alors, elle est super forte parce elle a un réseau tellement énorme que elle a des infos de malade, et qu'avec son agence Best Image, elle est très très productive. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec elle parce que son agence produit énormément, plus que les autres agences. Donc, pour ça, c'est quand même une sacrée professionnelle. Non, mais ça, c'est pour livrer des photos sur le scooter d'Emmanuel Macron sur la plage, des choses comme ça. Mimi Marchand, je me sens pas. Enfin, je me suis déjà pris la tête avec Mimi Marchand. Non, mais c'est intéressant. Voilà, donc, tu veux dire que son influence n'est pas forcément aussi grande qu'on le dit. Si vous avez envie. Moi, Mimi, on peut s'engueuler, mais si j'ai envie de sortir un truc, je le sortais. Enfin, je veux dire, c'est aussi. Elle est pas venue avec des gars. Enfin, on est quand même dans le respect du travail, et chacun est libre de sa rédaction. Après, voilà, moi, je crois surtout au-delà de Mimi, parce que moi, pour le coup, j'ai jamais senti de sa part. Une pression quelconque. En tout cas, s'il y avait une volonté d'une pression quelconque, en tout cas, pour moi, ça me passait bien au-dessus. Mais c'est surtout les journalistes qui manquent de courage. Oui, de manière générale, parce que c'était pas pour parler d'elle, de manière générale, tu penses qu'il y a vraiment une proximité aujourd'hui qui est malaisante entre les journalistes et les hommes politiques? Si tu veux, c'est que ce qui est compliqué, c'est que c'est quand même un secteur en décroissance. Dans la télé, notamment. La télé, je sais pas trop, mais c'est... la télé, on en reparlera après de la télé, mais sur la presse écrite, c'est un secteur en décroissance. Je veux dire, les gens lisent moins, il y a moins d'achats, etc. Les rédactions ont été décimées. Les gens vont sur Internet, quoi. Voilà, et on n'a pas réussi forcément à monétiser aussi bien le digital que le print. Donc, les places sont très chères. Les rédactions ont été réduites au minimum. Voilà, donc les gens, ils n'ont pas envie de faire de vagues. La ligne éditoriale, c'est ça. On va écrire ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui ne se posaient même pas de questions. Moi, c'est vrai que j'ai un peu tendance, quand on faisait des conférences de rédaction et que j'étais pas la bosse, je pouvais dire non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, on a moins ça aujourd'hui dans les conférences de rédaction. Et moi, j'adorais quand on faisait des conférences de rédaction avec les journalistes, qu'il y ait des débats. Par exemple, je me souviens à Public, on s'est quand pendant les élections, je leur ai proposé de faire du politique aux journalistes. Et ils m'ont tous dit ouais, c'est super, etc. Ouais. Et puis sauf que est arrivé le premier sujet avec Éric Zemmour, et on en a beaucoup discuté sur. Alors, il y en avait qui étaient contre, il y en avait qui étaient pour le traité, après comment on le traite, etc. Moi, qui a plutôt un management, malgré ce que certains peuvent dire, démocratique, voilà, j'ai demandé, on a voté, et même les coups que j'ai pu faire sur Public, à part une ou deux personnes, la majorité de la rédaction était d'accord en fait avec... et je trouve ça bien, même qu'on ne soit pas d'accord. Mais par contre, quand on n'est pas d'accord, il faut m'opposer des arguments qui soient autres que « attention, ça ne va pas plaire à un tel ou un tel ». Voilà. Moi, ça, je m'en fous. Tu connais des histoires de proximité excessive, justement, pour le dire de manière polie, entre les journalistes et des hommes politiques? De toute façon, tous les journalistes politiques, d'une manière générale, sont proches. Je veux dire, vous n'allez pas à l'Assemblée ou au Sénat en tant que journaliste, alors que vous n'êtes pas copain avec... ils sont tous copains. Ça, d'ailleurs, c'est un vrai problème. Parce que du coup, ils sortent les infos que d'autres leur donnent pour faire du mal à un tel ou un tel, mais... il n'y a pas de véritable objectivité. Donc oui, il y a énormément de journalistes qui sont proches de politiques, de personnalités, c'est évident. Et ça, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Les Français y croient encore dans les journalistes, après toi, ou de moins en moins?
Moi, je pense de moins en moins. D'ailleurs, il suffit de voir les ventes, hein. Moi, c'était L'avenir, c'est plutôt les médias comme nous, alternatifs, quoi. alternatif. Et puis, les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas censurés d'ici là. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit dans mon cercle professionnel. À force de traiter l'information comme on la traite, il ne faut pas s'étonner que les gens délaissent aussi les journaux. Enfin, on n'a plus le temps d'enquêter. Entre l'autocensure, le fait que les rédactions soient plus aussi grandes, que voilà, que ça soit compliqué de vendre, etc. Du coup, on fait plus notre métier correctement. Et surtout, moi, ce que je trouve assez horrible aujourd'hui, c'est que maintenant, chose qui n'existait pas avant Covid, c'est que maintenant, on a la bonne presse. Enfin, il y a toujours eu la bonne presse et la mauvaise presse, mais c'était la presse quotidienne. Nous, la presse people, ça a toujours été la mauvaise presse. Voilà. Mais pas entre journaux de même catégorie. Aujourd'hui, on a des rédactions qui se permettent de juger d'autres rédactions, d'autres quotidiens. Moi, ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. On avait toujours un respect, même dans la presse people. Moi, j'allais pas critiquer Voici ou Closer et vice-versa. Et si jamais ils le faisaient, ça pouvait arriver une fois de temps en temps. C'était Scud qui partait, mais il y avait quand même un espèce de respect. Aujourd'hui, on a des journalistes qui se permettent de dire « Oh bah toi, t'es complotiste, toi, ton journal, c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi pour être poli. » Ça, il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, on a des gens qui se sont érigés en ayatollah du journalisme, alors qu'en fait, c'est des branquignoles, il faut quand même être honnête. Hein. Quand je vois leur reportage, même moi qui ai fait beaucoup de presse people, je me dis le niveau, il est tellement ras des pâquerettes qu'on fait même pas ça en première année de journalisme. Et par contre, ces gens se permettent de critiquer. Moi, j'étais assez outrée la façon dont certains journaux ont traité François. Je dis pas que François, c'est génial, c'est formidable, même si j'ai beaucoup de respect pour. Mais c'est leur ligne éditoriale, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est ce qui fait le pluralisme en presse. Et non, il y a des journaux, les journaux mainstream, Le Monde, Libé, etc., qui ont décrété que François n'avait pas lieu d'être, n'avait pas le droit de vivre et que leur ligne éditoriale était forcément en dehors du cadre du journalisme. Mais excusez-moi, mais faire la propagande d'Emmanuel Macron, pour moi, c'est être aussi hors cadre du journalisme. Donc, voilà, ce jugement, j'aurais compris, voilà, bon, ils n'aiment pas, etc. Certes, mais qui prennent la parole pour dire que c'est un journal j'ose pas dire le mot, mais pourri, je suis assez choquée. Voilà, c'est comme là, à l'heure actuelle, avec ce qui se passe avec Geoffroy Lejeune au JDD. Je le connais pas, moi, Geoffroy Lejeune. Peut-être que c'est un tyran, mais bon, j'imagine quand même, j'ose imaginer que c'est quelqu'un qui laisserait la parole en conférence de rédaction et que la confrontation des idées serait pas bouleversée. Et puis surtout, je trouve que c'est ça qui est riche, c'est d'avoir une confrontation. Mais dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Hein. Ils ont du mal dans ce sens-là, les journalistes, de manière générale. Moi, on m'a dit, quand j'ai commencé à prendre la parole, quand j'ai commencé à être cataloguée anti-vax, anti je sais pas quoi, etc. Complotiste, on peut le dire. Voilà. On m'a dit, tu pourras bosser qu'à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est quoi avant, on pouvait critiquer un gouvernement sans forcément être d'extrême droite. Je veux dire, François Hollande, il en est le super exemple, il s'en est pris plein la tronche. Pourtant, c'était un homme de gauche, soi-disant. Donc, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Emmanuel Macron, nous n'avons pas le droit de le critiquer. Et si nous le critiquons, nous sommes forcément des gens d'extrême droite. Ou des journalistes. Voilà, on est rentré dans un monde totalement bipolaire qui empêche en plus les journalistes de faire correctement leur travail parce que justement c'est la contradiction, c'est l'opposition, c'est le débat qui fait notre métier et qui nous permet de rechercher la vérité et puis aussi sur du factuel. Je veux dire, même quand on vous oppose des faits, parce que souvent on dit oui, le journaliste est là pour donner des faits. Oui, il n'est pas là pour donner des faits, il faut arrêter. Et chaque journal a une ligne éditoriale où forcément il y a une prise de parti pris et quiconque dira le contraire est un menteur. Donc
Donc voilà, aujourd'hui, on peut plus en fait critiquer le gouvernement sans être d'extrême droite. Et moi, ça, c'est un truc de la part de la profession, hein, et certainement de la. C'est quand même incroyable parce que ça, c'est le point commun que j'ai avec tous les profils d'invités que je reçois ici. C'est qu'aujourd'hui, voilà, la critique, dès qu'on veut disqualifier, discréditer quelqu'un, il y a que 2 mots qui sortent, mais c'est vraiment incroyable. Et c'est ce qui arrive en effet même à CNews et Europe 1. C'est plus seulement des personnes physiques, c'est des médias. Moi, ça me fait bien plaisir que ça leur arrive. Je te le dis honnêtement, Laurence Ferrari, elle m'a fait super marrer sur CNews, parce que oui, c'était super. Donc on rappelle le contexte, elle a pris la défense. En fait, notre ministre de l'Éducation a dit que CNews, Papendaï, raconte-le. A dit que voilà, CNews et Europe 1 étaient des médias d'extrême droite, et donc là, oh là là, ils sont tous hyper choqués, waouh, c'est horrible ce qui leur arrive. Enfin, excusez-moi, mais des gens comme moi. Et Laurence Ferrari, donc tu disais. Oui, Laurence Ferrari, elle a fait une grande tirade, un édito, voilà, où c'est très bien tourné, j'avoue, bien tourné, etc., où elle en met plein la tronche. Bon, après, elle est dans le média, donc non, mais ce que je veux dire, c'est ce que je trouverais très courageux, c'est quelqu'un qui soit dans un autre média et qui prenne la parole comme ça. Mais bon, en tout cas, elle est dans son rôle, ce que je veux dire, mais c'est tout à son honneur. Et moi, j'ai travaillé à CNews et j'apporte mon soutien aussi à CNews. J'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a applaudi. Moi, je l'applaudis pas parce que pourquoi, toi parce que cette personne, ça fait 3 ans en fait que des gens comme nous hurlent dans le désert, comme quoi la liberté d'expression était menacée. C'est vrai que nous, dans l'autre sens, on nous soutient pas beaucoup. Voilà, on nous soutient pas. Moi, on m'a traité de complotiste, alors que j'ai remis en question des mesures sanitaires. Quand nous, on nous traitait d'extrême droite et de complotiste, il n'y avait pas grand monde. Voilà, et moi, j'ai pas la mémoire courte. Franchement, j'ai pas la mémoire courte. Je suis pas rancunière, mais j'ai pas la mémoire courte parce que nous, on a beaucoup souffert. Moi, j'ai jamais souffert de ça. Au contraire, alors vraiment, je te jure là, et je le dis amicalement à mes détracteurs, à nos amis fact-checkers. Salut d'ailleurs au passage. Non, mais franchement, moi, ça m'en touché une sans toucher l'autre, comme dirait Jacques Chirac. Toi, non, mais toi, parce que toi, il y a eu le stade au-dessus quand même. Toi. Ouais, on va y revenir. Moi, j'en ai souffert, mais bon. Et j'en souffre encore aujourd'hui, pour être très honnête. Si tu en souffres quand on t'invective d'extrémistes de droite, c'est ça, enfin. Non, mais je te dis pas d'en être fier. Moi, quand je te dis que j'en souffre pas, c'est parce que d'abord, je considère que c'est faux et je vais pas justement commencer à souffrir de quelque chose que je considère comme une agression ou une invective ou une insulte qui est fausse, quoi. Sinon, c'est leur donner du crédit et leur laisser quelque part gagner. Si tu veux, ce qui est compliqué pour moi, oui, mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai un peu le cul entre 2 chaises, si je peux me permettre cette expression. Oui, parce que tu es de confession juive, c'est ce que tu dis. Non, mais même sans parler de la religion, voilà, c'est pas ça. C'est que quand je suis avec avec les médias mainstream, je suis la nana d'extrême droite, et puis avec des médias de droite, je suis la nana de gauche. Donc, en fait, ça me paraît, en fait, j'aimerais bien qu'on arrête d'étiqueter, de mettre des trucs. On a le droit. Moi, je suis d'accord avec des trucs de Marine Le Pen, comme je suis d'accord avec des trucs de la NUPES, comme j'ai pu. Non, ça, j'ai du mal. J'allais dire avec Macron. Non, j'ai peu de points d'accord avec Emmanuel Macron. Non, Macron, il n'y en a aucun. Je crois mais voilà, on essaye de mettre les gens dans des cases. Moi, juste que. Non, mais pourquoi je disais ça? Parce que, en effet, le truc le plus dingue, quand j'ai rappelé, et avec ton accord, tu étais de confession juive, c'est parce que tu t'en es déjà ouverte et tu le disais. C'était quand même le monde à l'envers, qu'on puisse. Mais en fait, j'étais obligée de le dire parce qu'on m'a traité d'antisémite. Parce que moi, c'est comme. L'extrême droite, ça renvoie évidemment à nazisme, qu'on oublie de dire. C'est évident. C'est pas comme l'extrême gauche. Puis si vous voulez, quand vous parlez de dictature sanitaire, au moment où j'en ai parlé, forcément, Vichy, t'as pas honte de faire l'amalgame, etc. Je vous le dis honnêtement, non, j'ai pas honte. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Justement, en hommage à mes ancêtres. Mais j'étais obligée de le dire parce que justement, c'est comme le fait d'être vaccinée. Moi, j'ai pas envie de dire si je suis vaccinée ou pas. Bon, je suis pas vaccinée Covid. Mais bon, peu importe. Enfin, aujourd'hui, alors ça peut paraître bizarre. Mais aujourd'hui, rien que de dire ça, tu peux t'attirer des foudres, je suppose, dans ton environnement social, dans le milieu bobo parisien. Si tu dis au milieu de plein d'autres journalistes, je pense que j'en connais pas beaucoup de journalistes de la presse bobo parisienne qui puissent dire, enfin, qui d'abord soient pas vaccinés, il y en a peut-être plus qu'on le pense. En tout cas, qui le disent, c'est comme les électeurs du Rassemblement national, on croit jamais. Non, mais moi, il y a quand même alors pas mal de gens de journalistes qui sont venus me voir en me disant Myriam, bravo pour ton combat. Mais non, on peut pas le dire. Mais voilà, mais qui le disaient pas. Après, on va être très honnête, le milieu bobo du journaliste que je fréquentais il y a
3-4 ans, je ne sais même plus. Aujourd'hui, déjà, je le fréquente plus parce que je n'ai pas spécialement envie, mais même eux m'ont rejeté. C'est-à-dire que pour eux, je ne suis... Oh, ça a filtré, quoi. Je ne suis qu'une complotiste anti-vax qui a pété un plomb, qui a perdu la tête. Enfin, voilà, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en plus, on a l'impression que même dans l'estime que les gens te portaient, il y a eu en gros on va dire une régression. C'est-à-dire quelqu'un qui te trouvait peut-être intelligente il y a 3 ans je veux dire à peu près fréquentable, maintenant t'étais la totale. T'es complotiste, t'es anti-Macron. Je pourrais pas donner des exemples, mais il y a des gens qui me portaient au nu au mois de décembre et quand j'ai fait ma première intervention dans TPMP, m'ont traité de tous les noms. Enfin, c'était parce que tu as pris un risque finalement et tu as dû en payer en effet le prix professionnellement aussi. C'est que tu as décidé à un moment aussi, tu aurais pu ce combat le garder, on va dire, pour toi. Et tu as décidé d'aller au-devant des caméras, dire haut et fort qu'on était, selon toi, après mon départ de non, mais même au-delà. Voilà, c'est fait d'un commun accord. Non, mais quand tu as été sur TPMP, c'est pas forcément lié à ça. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai même pas choisi. C'est arrivé spontanément comme ça. Quasi. Je me retrouve sur un plateau avec Docteur Alexandre, comme chacun sait. Tu portes beaucoup dans ton cœur. Voilà, et mon grand ami. Et puis en fait, il disait des trucs. Mais ça me sortait par les trous de nez. Je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi. Excusez-moi de mon langage, mais d'être aussi con. C'est pas possible. J'espère qu'il ne va pas m'attaquer en diffamation. Non, Laurent, je le connais bien, il est sympa, il accepte la critique. Et en fait, je ne supportais pas ce qui sortait de sa bouche. Et en fait, comme je suis quelqu'un de plutôt spontané, c'est sorti. Mais ça a été jusqu'au bord des larmes, toi, hein, parce que je me souviens... Ah oui, alors ça, c'est une autre séquence. C'était une autre séquence, pardon, c'est celle-là que j'avais en tête. Moi, je te vois, tu étais chroniqueuse donc dans l'émission de Cyril Hanouna, et tu te lèves, et tu te mets à invectiver quasiment tout le monde, les larmes aux yeux, en disant, vous vous rendez pas compte de la souffrance. Et c'était en plein pendant la période... en fait, le truc, c'est que ce jour-là, déjà, j'avais passé une journée horrible parce que c'était... après, tu aurais eu le droit, même sans avoir passé une journée. Non, mais même, j'avais passé... En fait, si vous voulez, déjà, depuis longtemps, moi, je manifestais, etc. Avec Florian Philippot. Avec Florian Philippot, c'est ce qui me vaut l'image d'extrême droite, alors que si les gens le connaissaient, ils rigoleraient bien, parce que voilà, il est tout sauf ça, mais bon, peu importe. C'est difficile de se défaire d'une image. Mais bon, moi, à ce moment-là, j'ai manifesté avec Florian parce que ces manifs, c'était une vraie bouffée d'air. Des immenses manifs. Moi, j'avais besoin de côtoyer des gens, écouter de la musique. Quand on était en manif, on avait l'impression d'être en boîte, quoi. Ça faisait du bien, en fait, de revoir des gens. On avait été tellement cloîtrés chez soi, etc. Et puis, les gens étaient devenus tarés. Ils n'osaient plus embrasser, plus personne n'osait s'embrasser. Enfin, bref. Et c'est vrai que moi, déjà, avec mon mari et mes enfants, on vivait super mal ce truc. Et c'est vrai que quand il y a eu le 12 juillet, c'est marrant, le 12 juillet 2021, que le pass sanitaire est rentré en vigueur, alors là, je me suis tapé une semaine de dépression parce que, en fait, pour moi, c'était inimaginable qu'on me coupe de mes libertés les plus fondamentales. Parce que en plus je voyais bien l'arnaque dans l'histoire. Au-delà des libertés d'expression déjà coupées depuis. Voilà, mais bon, là je me disais ah ouais, parce que mon mari arrêtait pas de me dire tu vas voir, il y aura le pass sanitaire. Moi je n'y croyais pas. Au début je me dis mais non, il a dit qu'il allait pas le mettre. Et en fait je me suis dit mais Il l'avait dit, on avait dit qu'il n'y aurait jamais de pass dans les restaurants et puis finalement. Tout ce qu'il disait, il s'est arrivé. Et là je me suis dit ah ouais, en fait je me suis tapé tout ce qu'il disait qu'il n'allait pas arriver est arrivé. Ouais. Et c'est là que je crois que ma haine. Oui, parce qu'on peut parler presque de haine quand on t'écoute. Ça te touche, on sent vraiment. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'est pas que j'attendais énormément d'un président, mais j'avais un semblant de confiance dans les gens qu'on élisait, qu'on mettait au pouvoir, entre guillemets, dans notre constitution. Et là, je me suis dit, mais le gars, il nous dit un truc, et 6 mois plus tard, il le fait quand même. Mais en plus, pour des raisons minables, complètement, il y a aucun bon sens là-dedans. Et du coup, moi, je me retrouve, alors moi, en plus, j'ai de la chance, je suis quand même une privilégiée, je me retrouve complètement ostracisée avec mes gamins.
Parce qu'on rappelle que tu as deux petits enfants. J'ai deux garçons. De petits garçons, et là je me retrouve complètement ostracisée. Donc là, franchement, si vous voulez, jusqu'à présent, je détestais pas Emmanuel Macron, j'étais pas d'accord avec lui, mais je le détestais pas. Mais à partir du 12 juillet 2020... C'est ça qui a été le déclic pour toi. C'est 12 juillet 2020, je sais même plus. Enfin, c'était dans cette période. Voilà. Ah non, là, j'ai vraiment eu la haine parce que j'avais l'impression qu'on m'enlevait ma citoyenneté. Moi qui ai quand même toujours été, une bonne citoyenne, j'ai toujours compris de payer des impôts, on me parlait des gens au RSA qui profitaient, moi je dis bah oui, mais c'est bon, c'est la solidarité républicaine. J'étais hyper gaucho, moi, avant, enfin voilà. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais on est dans quel monde? On est chez les fous. Et ce type-là, c'est pas quelqu'un de confiance. Et comme je te le disais tout à l'heure, moi, la confiance, c'est mon moteur principal. Et quand j'ai pas confiance, alors là, c'est fini, je deviens... à l'inverse, très vindicatif. Voilà, je suis en guerre. Et comme lui. Donc, il était en guerre, moi aussi, j'étais en guerre. Et puis en fait, donc sur le fameux jour où je me suis mise à pleurer dans TPMP, c'est que je me suis retrouvée face à, comment il s'appelle, Thierry Moreau. Attends, Thierry Moreau, pourtant, tu avais peut-être travaillé avec lui, non? Oui, on était collègues, parce qu'il dirigeait le magazine Télé 7 jours, qui faisait partie du même groupe que les magazines que je dirigeais. Donc oui, on se connaissait, on n'était pas les meilleurs amis du monde, mais c'était très cordial entre nous. Et puis, il a eu ses prises de parole dans l'émission d'Estelle Denis, où il a traité ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner avec ce pseudo-vaccin d'anti-vax, de connards, qu'il fallait leur envoyer des brigades, enfin bon, tout l'attirail des pro-vax, que moi je dis même pas pro-vax en fait, pour moi c'est des gens méchants. Moi je t'empêche pas d'aller te faire vacciner, enfin tu veux, fais ce que tu veux. Moi viens pas juste m'embêter. Enfin voilà, c'était mon discours. Et du coup je me retrouve dans cette émission, dans TPMP, face à ce monsieur qui se plaint parce que quelqu'un est venu le voir en lui disant oui, vous avez de la chance que je suis quelqu'un de courtois, sinon je vous aurais mis mon poing dans la gueule. Suite aux propos qu'il avait eus dans l'émission d'Estelle Denis. Le monsieur était très courtois, d'ailleurs même Thierry Moreau l'a reconnu. Mais voilà, pauvre petite chose, c'était horrible ce qu'il venait de vivre, voilà. Et puis j'avais évidemment tous les chroniqueurs qui étaient pour lui, hostile. Voilà, Géraldine Maillet, Valérie Benaïm, etc. Oui, c'est horrible, mais de quel droit? Enfin évidemment, parce qu'à l'époque, ceux qui se refusaient de se faire picouser, c'était les méchants, donc voilà. Et là, j'ai eu un coup de nerf parce que en plus toute la journée j'avais été au téléphone avec avec l'inspectrice de l'éducation nationale pour lui demander comment se faisait-il que mes fils devaient porter encore le masque en cours de récré alors que le masque était n'était plus nécessaire, enfin en tout cas il l'imposait plus en extérieur. Et mes fils, en cours de récré, devaient quand même jouer avec le masque. Et là-dessus, la personne de l'éducation nationale, très sympa d'ailleurs, a dit « Je comprends totalement ce que vous me dites, Madame Palomba, et vous avez raison. De toute façon, le protocole du Covid depuis le début avec les enfants, c'est n'importe quoi, mais vous êtes la seule mère à vous plaindre. » Voilà. Donc là-dessus, j'envoie des textos à mes copines. Journalistes. Non, même pas, à mes copines de l'école en fait, en leur disant qu'ils sont soi-disant, qui sont parents d'élèves à l'API, je sais plus quoi, les trucs là d'association de parents d'élèves. Donc je leur envoie un message en leur disant les filles, là faut se bouger, faut qu'on se manifeste parce que les enfants, bon. Déjà, moi, vous le savez, mes positions là-dessus, mais là, franchement, ça en devient ridicule. Les pauvres gosses, ils doivent faire le sport avec le masque. Et maintenant, alors que le masque est plus nécessaire en extérieur, ils doivent se le coltiner dans la cour de récréation. Donc là, faut arrêter. Et là, je me suis pris des textos en mode c'est à cause de gens comme toi que le Covid circule encore. J'espère que moi de toute façon ceux qui sont pas vaccinés, j'estime qu'ils doivent pas être réanimés au cas où ils ont le Covid. Bah écoutez, ça va super bien, hein. J'ai eu 2 fois le Covid et je m'en porte pas plus mal. J'ai pas de thrombose moi ou de cancer turbo, mais bon peu importe. Et du coup voilà, la journée avait été horrible parce que du coup
des personnes avec qui je pensais partager des valeurs humaines. Donc tu as perdu des amis? Ah bah, quasiment tous. C'est incroyable. Ouais. Alors là, autant vous dire que quand j'ai eu ces textos, je suis pas... Tu n'étais pas en pleine forme non plus. Non, je n'étais pas en plein temps, mais surtout, je peux remonté. Ah ouais, j'étais remontée, je leur ai bien dit ce que je pensais, parce que c'est bien de jouer les Brie Van Der Kamp quand on organise la kermesse de l'école, mais bon, quand il s'agit de défendre nos enfants qui quand même se portent un masque qui les empêche de respirer, dans lequel, à part leur morve, y a rien dedans, et puis ça et puis surtout un enfant, le masque, qu'on croit en l'utilité ou pas du masque, je pense. Sans compter que moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, tu te souviens des petits carrés qui avaient été faits dans les cours de récré? Ah mais ça, c'était horrible. Ils étaient chacun à 1 mètre l'un de l'autre. C'était horrible. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari voulait les retirer de l'école et moi, du coup, je me disais, mais en même temps, est-ce que c'est pas pire de les désociabiliser? Enfin, on a beaucoup discuté avec mon mari à savoir est-ce qu'il c'était pire de porter le masque ou de les désociabiliser. Bon, on n'est pas vraiment tombé d'accord. Et du coup, on a demandé aux enfants ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai que j'ai quand même de la chance, c'est que les maîtresses de mes fils et la directrice de leur école étaient plutôt cool. Donc contrairement à d'autres maîtresses de l'école d'ailleurs. J'espère que tes enfants n'ont pas perdu leurs petits copains et leurs petites copines. Non, ça va. J'avoue que ils sont toujours potes avec des copains dont je déteste les parents maintenant, mais bon, voilà, je fais l'effort d'aller de les voir, mais je peux plus me les sentir. Salut. Ça c'est fait, tu seras pas invité au goûter. Voilà, mais bon, je m'en fous. Et donc voilà. Et du coup, je me retrouve sur cette émission. On est en train de pleurer là pour Thierry Moreau parce qu'un monsieur lui a dit vous avez de la chance que je suis quelqu'un de gentil. C'est bon, il l'a pas non plus, il l'a pas frappé. C'était vraiment voilà. Et l'autre, il nous joue les violons, alors qu'en plus, il s'est quand même attiré. On traite pas les gens de connards. En même temps, t'attends quoi? Moi, tu me traites de connasse. Je vais te dire. Je suis en forme, quoi, tu vois. J'ai aussi envie de lui foutre mon poing dans la figure. Et là, monsieur se plaignait. Et là, avec la journée que j'avais passée, là, je me dis, mais qu'est-ce... Et là, t'as craqué. Ouais, je me dis, mais qu'est-ce qui... Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qui me prend la tête, lui? Alors que j'ai mes enfants qui, depuis des mois et des mois, qui peuvent plus rien faire, ils peuvent plus faire d'activité physique, ils se tapent le masque toute la journée à l'école, ils ont des boutons sur le visage alors qu'ils ont une peau de bébé parce que le masque, ils le changent pas forcément à l'école, même si tu leur en mets 3 dans le cartable. Et l'autre, il vient, alors qu'en plus, il a cherché l'embrouille en traitant les gens de connards, mais j'ai halluciné, je me dis, mais c'est le monde à l'envers, en fait. On est en train de faire passer pour un gentil quelqu'un qui a insulté tout le monde. J'ai trouvé ça méga dingue. Et en fait, j'ai explosé. Et c'est vrai que, en plus, j'avais en moi aussi le problème des soignants suspendus. Je voyais de plus en plus de témoignages où je voyais des gens qui avaient plus de ressources pour vivre. En fait, il y avait tout un tas d'injustices. Les élites politiques ont trahi les Français, selon toi? C'est même, je pense que c'est plus que les trahir, en fait. Ils leur ont menti à bon escient. Enfin, à bon escient pour leur bien à eux, pas pour le bien commun. Aujourd'hui, on a beaucoup dit pendant cette période-là que on fallait être confiné parce que sinon les hôpitaux allaient craquer. Mais en fait, moi c'est ce que je disais depuis le départ, parce qu'il suffisait de regarder les chiffres en fait pour s'en rendre compte. C'est qu'au plus haut de la vague, on avait 15 000 personnes en réa. On est presque 68 millions de Français. Si en France, on n'est pas capable de prendre en charge 15 000 personnes, mais on est un pays du tiers-monde. Bah oui, on s'est rendu compte que nos hôpitaux, et c'est pas le tiers-monde, mais que quand même, ça n'allait pas très bien. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus l'épidémie, la pandémie du Covid, c'est pas pour autant que nos hôpitaux vont mieux. On a vu des gens soignés carrément dans les ambulances parce qu'il n'y a plus de place pour les prendre en charge. Ils n'ont pas arrêté de supprimer des lits et ils ont fait porter le chapeau sur les gens qui refusaient de se faire vacciner par un produit qui était en AMM. Donc c'est quand même dingue. Au lieu de prendre leur propre responsabilité et de dire bah oui, on a détruit l'hôpital et qu'aujourd'hui on est incapable de vous soigner tous en fait. Et en plus, bon alors là c'est peut-être mon côté complotiste, mais moi ce qui m'a toujours choquée, c'est que à aucun moment, il n'y a aucun gouvernement, à part peut-être Trump, hein, que c'est pas mon meilleur ami Trump, hein, je tiens à le préciser, parce que voilà, tous les gens ils te disent forcément quand t'es anti-vax, t'es pro-Trump, t'es pro-Poutine, t'es pro ce que tu veux.
et d'extrême droite évidemment. Mais bon, à part Trump, personne n'a dénoncé la Chine. Personne ne s'est insurgé. Moi, la première chose que je me dis, non mais attendez les gars, le virus, il sort comme ça d'un labo, personne s'en prend au gouvernement chinois, on va faire les JO chez eux, etc. Enfin, Tiananmen, on a complètement oublié. Là, il y a un virus qui s'échappe, personne dit rien. Personne n'a rien dit, que ça soit le gouvernement français, allemand, anglais, etc. Alors que moi, j'aurais demandé, en tant que femme à la tête d'un État, j'aurais demandé des comptes à la Chine. Hein. Et ça, personne n'a fait. Et pire, même les journalistes ne l'ont pas fait. Alors que quand même, c'est la première question, c'est de savoir comment ce virus est arrivé chez nous. Parce que le pangolin, on a su quand même très vite que le pangolin, il avait bon dos dans la mesure où il n'était pas sur les marchés de Wuhan à cette époque-là. Donc le pangolin, il y était pour rien. On nous a fait gober des trucs de dingue avec la complicité des médias qui, au lieu de faire leur boulot, ont préféré faire peur aux gens sans arrêt, parce que ça faisait du clic. Parce que ça fait du clic, parce que les gens, les médias vous ont fait peur, parce qu'ils voulaient que vous cliquiez sur leur news internet, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. C'est plus vous cliquez et plus il y a de la pub et plus ils ont de revenus. Donc en fait, ils faisaient peur aux gens, ça engendrait du clic, mais ils s'en foutaient d'informer vraiment les gens. Alors aujourd'hui, quand je reçois des leçons de journalistes de la part de grands fact-checkers ou même de gens qui sont pas fact-checkers mais qui s'estiment grands journalistes de la presse, mais ça me fait marrer parce que la première chose qu'on aurait dû, que tout journaliste qui se respecte et homme d'État qui se respecte, c'est demander des comptes à la Chine. Et moi, je me demande pourquoi personne ne l'a fait. Qu'on ne vienne pas me parler de diplomatie, j'y crois pas une seule seconde. Tu as payé donc le prix fort parce qu'à la suite de ça, en dehors de Cyril Hanouna qui finalement t'a conservé sa confiance, hein, puisqu'il t'a réinvité toujours à revenir chroniquer sur TPMP. Là, j'aimerais qu'on aborde aussi cette petite parenthèse parce qu'à un moment donné, tu as reçu des menaces ou pas à cette période-là, au moment où tu avais commencé? Parce que tu as une parole publique qui est quand même écoutée, tu es relayé, tu as une audience. Non, mais des menaces, des menaces, j'en ai depuis que je travaille dans le Press People, donc voilà. Ouais, donc ça te touchait pas. Si, ça me touche, mais en fait, pour moi, le combat que je menais, parce qu'en fait, déjà à l'époque, je voyais ce qui allait, les choses que ça entraînait en fait. Comme aujourd'hui, on le voit bien, tout ce qui est histoire de censure. Là, maintenant, c'est le climat. C'est pas que je suis pas climato-sceptique, mais bon, faut arrêter, quoi. Enfin, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Ouais, il fait chaud, mais bon, on nous prend quand même pour des imbéciles. Faut regarder. Enfin, faut être factuel quand même. Et moi, en fait, on va dire que t'es complotiste. Mais non, mais je m'en fous. Je m'en fous. Une pièce dans la je m'en fous. On a vu le yacht là, comment ils appellent ça je sais plus, un énorme yacht, là, j'ai oublié son nom. C'est pas le yacht de DiCaprio, non? Non, un énorme yacht qui vient de construire, qui est horrible. Je sais même pas comment on peut aller passer des vacances dans un truc pareil, avec piscine, patinoire, le truc immense qui doit lâcher plus de CO2 que les Français en un an. Mais bon, voilà, là, ça dérange pas. C'est comme ça dérangeait pas Monsieur Véran que les gens prennent des jets privés pour faire des petits allers-retours. Mais toi, il faut que tu payes la taxe carbone, il faut que tu... Et moi, si tu veux, dès le moment, dès cette période-là, quand j'ai vu qu'on était capable, dans un pays comme la France, qui pour moi, être français, j'étais fière d'être française par rapport aux droits de l'homme. La France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le siècle des Lumières, tout ça, quoi. En fait, j'ai vu venir le crédit social à la chinoise, voilà. Et là, je me suis dit, il est hors de question que mes enfants vivent ça. Et malheureusement, c'est pour ça que je continue à l'ouvrir, parce que je ne veux pas, si je l'ouvre, c'est pour mes enfants, je ne veux pas de ça pour eux. Et tant pis si oui, j'ai été menacée, oui, j'ai reçu des menaces, etc. Non, mais il y a même eu des choses, parce que je pense que tout ça est arrivé dans le prolongement de tout ça. Il y a eu quand tu as eu ce fameux hashtag, on va pas le relancer, mais bon, d'imbéciles. Ça aussi, c'est énorme.
C'est-à-dire que vous vous retrouvez. Je te laisse le dire, parce que je ne sais pas ce que tu préfères qu'on aborde ou pas, surtout que ça rappelle un mauvais moment quand même, parce que tu as porté plainte là-dessus. Oui, j'ai porté plainte parce que ça allait trop loin. Je suis pas du genre à regarder les trucs sur Internet, mais bon, là, c'était vraiment... Voilà, donc on rappelle le contexte, il y avait une interview il y avait une émission avec Gérard Forêt. Oui, là, il balance des trucs de malade. Voilà. Et il parle du fameux... palmade, chemsex, oui, il y a des hommes d'État, et puis là, il commence à parler pédophilie, adrénochrome, etc. Moi, j'étais sur le plateau, non pas pour parler de ça, je devais parler d'un article de Marianne, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, qui est un article énorme sur les politiques et la drogue, et surtout en Macronie. Donc, c'était un article de Marianne, moi, je devais parler de ça, voilà, c'était énorme, et du coup, j'ai pas eu le temps de parler de ça. Et donc là, il lâche des bombes, et moi, j'étais à côté de Guillaume Janton, et franchement, on le regardait. Je connaissais pas, en fait. Donc, le mot adrénochrome, c'est le truc. Voilà, adrénochrome, et puis on était un peu gênés. En même temps, je me disais, il est énorme, lui, ce mec-là, comment il balance. Il parle du trafic d'enfants. Voilà, il balance, mais si vous voulez, ce qui, moi, m'avait un peu choqué, c'est que sur le coup, bon, maintenant, je le connais un petit peu, mais sur le coup, comme je le connaissais pas, voilà, ça m'avait un peu fait bizarre. J'avais l'impression que le gars, il lâchait des trucs comme ça, mais sans avoir forcément du background derrière. Moi, quand je balance des trucs, c'est parce que j'ai eu des éléments qui... Donc là, moi, j'étais un peu... Mais même à un moment, je crois qu'on me voit rigoler, où je dis, il est énorme et tout, parce que vraiment, j'étais... je tombais de ma... en replay, je crois que... je tombais de ma chaise. Surtout, c'était en PLS. Ouais, ils étaient en PLS, ouais. Et puis là-dessus, effectivement, moi, j'avais fait un papier, c'est pas moi qui l'avais fait, on avait fait un papier dans un magazine pour lequel je travaillais à l'époque, sur l'adrénochrome, et puis bon, c'est vrai que moi, avec quelques amis journalistes, dont je tairai le nom, on avait commencé à enquêter sur tous les réseaux de pédophilie. Et du coup, oui, il y avait des choses, en tout cas, ça méritait enquête. On m'a demandé de définir l'adrénochrome. Je le définis. Et là, il y a Cyril Hanouna qui dit « Ah oui, mais moi aussi, je reçois des textos. Si, on me dit que c'est vrai, c'est vrai. » Et là-dessus, je dis « En tout cas, ce n'est pas dément d'enquêter sur ce genre de questions. » Et là. Et alors là, heureusement que j'ai pas dit, mais si un tel au pouvoir en train de saigner des gamins, parce que alors là, juste le fait de dire que c'était pas dément d'enquêter là-dessus, je me suis retrouvée avec le hashtag Myriam Palomba pédosatanisme pendant 4 jours. D'ailleurs, je remercie Twitter de n'avoir jamais bloqué ce hashtag, parce qu'ils sont capables d'intervenir assez fortement quand ils le veulent, mais bon, bref, peu importe. Et puis, ça s'arrêtait jamais. Mais qu'est-ce que tu me prends la tête? T'es journaliste ou t'es pas journaliste? Enfin, je veux dire, le pédosatanisme, c'est pas une légende urbaine. Le trafic d'enfants. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un film là que Mel Gibson. Sound of Freedom. Sound of Freedom. Ah, mais c'est comme le Covid, ça. C'est, on ne doit pas en parler. Si tu Sound en parles. Of Freedom, on rappelle, c'est un film qui vient de sortir, soutenu par Mel Gibson, et qui a fait pour son premier week-end de sortie en salle aux États-Unis plus qu'Indiana Jones en étant distribué dans moitié moins de salles. Voilà, et qui est quand même fait par un mec basé sur l'expérience d'un homme qui a travaillé pour la CIA, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et alors, pourquoi sa parole à lui devrait être moins entendue et moins crédible que la parole d'un fact-checker comme Julien Pain qui sort de nulle part depuis 2 ans. Je trouve ça hallucinant. Je les vois là, les Tristan Mendes France, les débats. Enfin, je veux pas leur faire de la pub, etc. Mais voilà, qui se permettent de. Pourquoi toi, ta parole, tu es si prétentieux que ça pour estimer que toi tu as raison et que nous on a tort en fait. T'as enquêté sur ces sujets-là? Enfin non, donc voilà, et en plus ce sont des sujets qui sont devenus tabous en 2023, c'est énorme, parce qu'il y a 20 ans on en parlait, je veux dire le pédosatanisme, le trafic d'enfants, etc. C'est des choses qui sont quand même connues, notamment dans les pays latins, etc. Et pourtant d'Amérique latine, pardon, je veux dire, et donc là tout d'un coup c'est tabou, et quand vous en parlez, vous êtes complotiste. QAnon, alors QAnon, moi je savais ce que c'était QAnon, mais j'ai jamais lu ce qu'il faisait. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu. Faudrait que je lise parce que souvent on m'accuse de reprendre les thèses de QAnon. Je les lis pas les thèses de QAnon, donc c'est bien gentil. Je sais même pas ce qu'ils racontent. Mais en fait, c'est mon côté joconde. Voilà. Private joke entre nous. Voilà, mais du coup, je trouve ça hallucinant, quoi, que
Ils ont décrété que c'était complotiste, donc voilà, il y a rien à dire. Passez, monsieur. Et puis là, t'as vraiment, alors là, pour le coup, toi, et là, j'en suis témoin, t'as vraiment fait l'objet de harcèlement en ligne, et du vrai, hein, comme on dit. Ah oui, oui. Et puis hashtag, pas que du harcèlement en ligne. Il y a eu d'autres conséquences par derrière, etc. Et donc, là, t'as décidé de porter plainte, en effet. Oui, de porter plainte, parce qu'au bout d'un moment, enfin, je me suis demandé, même si à un moment donné, on voulait pas me détruire ma carrière, en fait. Même me détruire tout court, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, on l'est dans les tripes. Moi, je suis à la fois journaliste, je suis à la fois maman, je suis à la fois épouse, je suis à la fois amie, mais toutes ces facettes-là sont toujours imbriquées, elles sont là de façon constante, oui, même en vacances. Il y aurait pu avoir des dégâts collatéraux si tu n'avais pas eu de soutien de ta famille, de ton mari, voilà, et en fait, j'ai le sentiment que sans arrêt, on veut décrédibiliser ma parole, alors quand c'est pas pour dire que je fais de la presse people, que je faisais de la presse people, alors que enquêter en presse people, c'est quand même assez compliqué, donc ça demande des vraies capacités, d'enquête. Mais bon, bref, quand c'est pas ça, c'est des complotistes et machin. Enfin, j'en ai marre. Enfin, le but, c'est quoi? C'est de me griller en tant que journaliste. Et d'ailleurs, voilà, Non, mais c'est là, heureusement que t'es pas fragile psychologiquement, parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu, en effet, enfin, on sait jamais ce sur quoi ça peut aboutir, mais t'as subi un truc très violent, quoi. Ouais, non, mais alors, je me suis pas, j'ai cette capacité, en fait, à avoir des périodes où je m'écroule. Et je me relève. Mais c'est vrai que là, il y a eu des périodes où c'était vraiment difficile pour moi de me relever. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde où en fait... Cyril Hanouna t'a toujours soutenu, lui? Ouais. On peut le dire parce que... Ah non, franchement, alors je sais qu'il est beaucoup critiqué, etc. Mais moi, je lui suis extrêmement reconnaissante parce qu'il a toujours été là pour moi. Alors des fois, on se comprenait pas. Des fois, on s'est engueulé, même assez souvent, parce que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. C'est un homme de télé, donc voilà, il est là aussi pour faire des images. Donc voilà, mais il a toujours été loyal avec moi et même si, et c'est une qualité que je respecte énormément et qui compte pour moi. Voilà. On revient au Covid-19. C'est vraiment un moment charnière pour notre civilisation, ce qu'on a vécu. C'est un tournant, c'est une accélération. C'est pour moi le Covid-19, c'est le premier round de tout ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui, qui commence à se passer aujourd'hui, et qui va se passer par la suite. Enfin, je veux dire, on le voit bien. C'est quoi la prochaine étape? C'est la liberté d'expression? C'est la liberté d'expression. On verra bien ce qui se passera au mois d'août avec ce que nous a dit monsieur Thierry Breton, notamment pour Twitter. Ils essayent de faire passer une loi à l'échelle européenne pour pouvoir mettre sur écoute les journalistes et que ça soit légal. Alors qu'avant, fallait quand même... Donc ça aussi, c'est juste hallucinant. Parce que là, ça veut dire plus de protection des sources. Qui va aller enquêter alors que vous n'avez plus la protection des sources? Donc ça, c'est la liberté d'expression finie, à jamais. Enfin, si cette loi passe, c'est fini. Donc voilà, il y a ça, il y a plein d'autres trucs aussi sur la liberté d'expression. On voit tout ce qui se passe dès que là, il y a un monsieur qui a été condamné à je sais plus trop quoi ou qui a eu une amende parce qu'il a critiqué monsieur Dussopt. Il y en a un pareil parce qu'il a critiqué monsieur Macron. Enfin. C'est une démocratie, ça veut dire quoi? En fait, ces gens sont des élus du peuple. Le peuple n'a pas le droit de critiquer les gens qui met au pouvoir. Mais alors, faut le dire, si cette élection, c'est juste pour mettre un roi en place et que après, on doit juste fermer notre tronche, en fait. Arrêtez de parler de démocratie, on n'est pas en démocratie. Et c'est pour ça, quand tout le monde me tombe dessus, quand je parlais de dictature sanitaire, etc., c'est à partir du moment où vous critiquez, on vous tombe dessus. Alors, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion possible, mais venez pas me dire qu'on est en démocratie. Alors, les gens, ils vont dire, oui, si tu n'étais pas en démocratie, tu pourrais pas dire ce que tu dis là. Oui, croyez-moi que ce que je vis au quotidien me fait croire, j'ai de la chance d'avoir Eric et d'autres médias qui me laissent la parole, mais ils sont pas très nombreux. Et vu certaines menaces que je reçois au quotidien, je peux vous dire que non, nous ne sommes pas en démocratie et que de toute façon, je le dénoncerai jusqu'à temps qu'on revienne, que la voix du peuple serve, parce que franchement, Mais tu es une de ces... Merci d'abord de ce que tu viens de dire, mais aussi moi, à mon tour, j'ai envie de dire que vraiment, tu es très humble, parce que tu es vraiment aujourd'hui devenu, peut-être malgré toi, mais justement,
une des figures de cette lutte pour la liberté. Est-ce que tu en es consciente de ça? Mariam? Non. C'est colossal. Non, mais il faut que... Non, mais si. Tu exagères un peu quand même. Mais non, je te jure que... Non, mais je veux dire, en termes de notoriété par rapport à ce combat suite à cette période, hein, j'entends bien sûr, je circonscris à cette période. Est-ce que tu as conscience quand même de la parole que tu as eue et de l'influence que tu avais? Est-ce que ça te rend fier un peu quand même de dire que tu as été... avec Non, d'autres, en Parce que fait, vous n'êtes pas nombreux. ouais, je tire aucune Avoir fierté. du courage. Non, je sais pas si c'est du courage, je tire aucune fierté de tout ça, j'aurais même... On préfère cette position à celle de rédactrice en chef dans le magazine People aujourd'hui que tu occupes. Non, en fait, parce qu'en fait... Si on te disait que tu pouvais revenir en arrière, tu reviendras en Non, arrière. mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, les faits, j'aurais aimé en fait me tromper. Les faits t'ont donné raison. Voilà, j'aurais aimé être complètement à la ramasse. Donc j'ai pas de satisfaction de tout ça. Alors la question, excuse-moi de t'interrompre, mais la question de fond aussi, parce que à tes détracteurs justement, est-ce que derrière il n'y a pas de volonté de récupération? Tu te positionnes comment politiquement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que... Alors c'est une très belle question parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu savais à un moment où tu ne sais plus, en ou tu ne sais pas depuis toujours? Ah non, j'étais socialiste de malade. J'ai même fait la jeunesse sociale. J'étais même adhérente à enfin, j'allais militer quand j'étais jeune, etc. C'était un truc de fou. Mais alors là, je vous le dis, plus jamais ce parti n'aura ma voix. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait pendant le pass sanitaire et ce que certains députés ont demandé... De toute façon, le Parti Socialiste, il avait déjà plus ta voix. Ils sont à 2%, je crois, à la dernière présidentielle. Oui, mais je veux dire, je n'ai plus... En fait, je me suis rendu compte d'un truc, alors c'est peut-être pour ça que je passe pour quelqu'un d'extrême droite, mais que souvent les gens d'extrême gauche étaient plus fascistes que des gens qu'on dit d'extrême droite. C'est un peu le paradoxe. Je partage ton point de vue. Moi, en fait, on a tellement été bercés depuis qu'on est jeune. Jean-Marie Le Pen, le Front National, le RN, etc. Moi, je les voyais comme le démon. Hein. J'étais en train de manifester quand il y avait Le Pen, Jacques Chirac. J'ai toujours été à fond. Hein. Et en fait, bon, je dis pas que j'adore ce parti, parce que pour moi, voilà, j'ai aussi un avis assez tranché sur... Toi, t'es plus proche, alors, en termes Florian Philippot, voilà. Oui, Florian, c'est pas tant que ça politique, parce que tu dis que c'est pour des raisons autres que politiques, mais en tout cas, c'est la personnalité politique. Franchement, moi, je le connais dans l'intimité, entre guillemets. C'est pas du tout quelqu'un de facho, c'est pas du tout quelqu'un de raciste. Il est très loin de l'image que certains ont. T'imagines bien, je traînerais pas, j'aurais pas été manifestée à ses côtés si c'était quelqu'un comme ça. En tout cas, moi, de tout ce que j'ai pu voir de Florian, c'est vraiment pas... Enfin, l'image qu'on a de lui et la personne qu'il est, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et alors, je peux pas m'empêcher de te parler, tu parlais de la gauche. Aujourd'hui, la gauche, c'est quoi? C'est le transgenrisme, c'est le LGBT, c'est le féminisme délirant. Enfin, je parlais dans une autre émission de drag queen qui parle à des enfants pour leur apprendre la vie. Toi, tu laisses des drag queens parler à tes enfants, à tes petits Non, franchement, si c'est le cas aussi. Non, mais je laisse, comment dire, je laisse évidemment, d'ailleurs, ils en ont rencontré, moi, mes enfants, des drag queens, mais évidemment. Là, dans le cadre de leur... non, pas de l'école, mais je les ai amenés, par exemple, dans le cabaret de Marc Doyer, il y a des drag queens. Mais là, c'est autre chose, c'est du spectacle. C'est du spectacle, mais bon, après, ils parlent à des trans, et voilà, enfin, d'ailleurs, ils sont toujours un peu comme ça, donc je leur explique, et puis je leur explique le respect. Ils ont quel âge tes enfants? Ils sont tout petits. 8 et 10 ans, donc bon, le grand surtout, il me dit c'est quoi ce truc? Enfin voilà, mais donc je lui explique le respect, etc. Et que voilà, c'est comme ça. Enfin bon, j'essaye de trouver les mots qu'il faut pour un enfant de cet âge-là. Mais entre apprendre le respect de l'autre à un enfant et lui dire, mon petit gars, il y a le sexe, enfin le genre n'existe pas, que tu sois fille ou garçon, tu peux être tout ce que tu veux. C'est mentir aux enfants. Et moi, je pars de principe, je ne mens pas à mes enfants. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.